Jean-Luc Mélenchon est avec nous ce matin. Vous revoilà. Vous allez bien? Oui. Ça va? Aussi bien qu'on peut aller. Aussi bien qu'on peut aller. Vous avez un peu de déprime? Non, mais je suis un homme public. Remettons les choses au point. Oui, on va mettre les choses au point. En effet, je suis un homme public, mais je suis aussi d'abord un homme privé, qui a une vie privée, et je suis comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, et quand il y a des bas, on n'affiche pas un visage souriant, mais ça n'a rien à voir avec mon activité politique, la force de mon engagement qui me tiendra toute ma vie, parce que pour moi, la République, c'est une religion. Certains ont même écrit, il va abandonner la politique, on ne le verra plus. Bon, ça fait partie. Vous y avez pensé ou pas? Ça fait partie. Mais tout le monde dit ça. Mais on n'abandonne pas une. Moi, je ne suis pas dans le combat politique comme dans une activité professionnelle. C'est une activité pour laquelle je suis indemnisé, rémunéré, et même bien comme député européen. Mais c'est d'abord un engagement qui brûle ma vie, qui la remplit et auquel je crois. Il me suffit de passer dans la rue pour me dire que j'ai des raisons de me battre. Quand je vois des gens couchés par terre, quand je vois des gosses qui n'ont pas de chaussettes alors que l'hiver va bientôt commencer. Bon, tout ça continuera jusqu'à la fin, je pense, à activer le moteur. Bon, voilà. Bon. Après, en début d'été, 3 personnes m'ont mis à la retraite politique. Ça a amusé toute la classe médiatique. Bon, c'est la vie, hein, ça fait partie du spectacle. Bon, Jean-Luc Mélenchon, vous publiez chez Fayard L'ère du peuple. On va en parler parce que vous défendez et vous proposez cette 6e République. Nous en parlerons tout à l'heure. Je voudrais simplement revenir sur un moment du livre et j'ai lu ça aussi dans plusieurs interviews, vous dites nous ne pouvons plus nous dire de gauche. Moi, maintenant, je dis je suis du peuple, je ne dis plus je suis de gauche. Pourquoi l'idée d'être de gauche est si abîmée que ça dans ce pays? D'abord, moi, je suis un homme de gauche, c'est toute ma vie, c'est toute mon histoire, et je le reste. Je veux le dire très franchement, je suis un homme de gauche au centre, si vous voulez, du point de départ. Le jour, vous me permettez, je raconte l'histoire. Le jour-là, le roi se lève, il s'agit du droit de veto. Et il a trouvé un bon coup, et il dit, ceux qui sont pour que j'ai le droit de veto, moi, Louis XVI, se mettent à ma droite, comme dans la Bible, les élus de Dieu. Et à la gauche, les méchants qui vont aller en enfer, mettez-vous à gauche, ceux qui ne veulent pas du veto et qui veulent la souveraineté du peuple. Et, manque de peau, ce jour-là, il y a plus de monde qui se lève et qui va à gauche que l'inverse. Donc ce jour-là sont nées 2 idées. La première qui est de dire, le peuple doit avoir le pouvoir et c'est lui et lui seul qui décide, et l'autre dit, bon, oui, mais il y a des très intelligents, c'est le roi, c'est le noble, c'est l'oligarque, c'est le banquier, c'est le financier, c'est monsieur Macron, il y a des espèces de super-héros qui, eux, ont des droits supérieurs aux autres. Donc voilà, moi je suis un homme du côté du peuple et du peuple. Maintenant, oui, le mot a été abîmé, vous le savez bien, monsieur Bourdin, mais je vais vous raconter une expérience de militant. Allez-y. Vous êtes avec vos tracts, quand par hasard vous avez le droit de les distribuer, vous les donnez, alors les gens regardent, c'est quoi? Ah ben nous sommes la gauche qui... La gauche, pour eux, c'est Valls et Hollande, et ils les vomissent. Donc, et c'est pas la première fois qu'on voit ça, que les mots sont falsifiés. Voilà ce que je veux surtout dire. La pire des choses qu'ait pu nous faire Hollande, c'est de nous avoir volé les mots qui servaient à nous désigner. Car lui fait une politique de droite, et pour les gens simples, normaux, qui vivent leur vie, eh ben pour eux, la gauche et la droite, c'est pareil. Alors il vaut mieux... Il a volé la gauche, c'est pas il a volé le mot. Le mot, pas la gauche. La gauche, il n'en a pas appliqué le début du commencement d'une idée. Il a volé le mot. Il a abîmé donc cette idée. Quelle idée a-t-il abîmé? Cette idée du partage, de la priorité à l'humain, de la souveraineté du peuple, on dit une chose et puis on l'a fait. Alors si ça marche pas, bon, on va devant le peuple et puis le peuple dit bon, il peut dire qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu n'as pas fait ce qui était prévu ou tu l'as mal fait et puis vous êtes viré. Ça s'appelle les élections. Moi je propose d'ailleurs qu'il y ait un système de révocation des élus qui soit possible en cours de mandat. C'est-à-dire comme à Athènes, ça existait chez les Athéniens. Oui, mais ça existe aujourd'hui dans 2 États des États-Unis, au Venezuela et en Équateur, je crois. C'est-à-dire, si vous avez 10% des électeurs inscrits qui disent il y a vraiment un gros problème, cette personne nous a menti, nous demandons un référendum révocatoire. S'il y a 10% ou 5%, on organise le référendum révocatoire et on décide si oui ou non l'élu continue. Il faut arriver à marier le pouvoir permanent du peuple et la stabilité des institutions. Voilà ce que... Bon. Mais les gens ont compris ça, vous savez, tout le monde dit oui, votre histoire, m6r.fr, allez s'inscrire, oui, pour dire la 6e République, tout ça est un peu lointain. Non, les gens ont bien compris que si on ne change pas la règle du jeu, on se fera toujours avoir, quel que soit le zozo qu'on élit. Alors justement, aujourd'hui, François Hollande en est à la moitié de son mandat, à 3 ou 4 jours près. Est-ce que vous demandez
un référendum à mi-mandat pour demander aux Français s'ils veulent, oui ou non, garder François Hollande à l'Élysée. Alors pour ça, il faudrait changer la Constitution et mettre le référendum. Moi, je propose le référendum révocatoire, bien sûr, bien sûr. Mais je ne veux pas que... pour le reste, je respecte la loi et les calendriers électoraux. Si le peuple... Parce que vous demandez le départ de François Hollande, je vais être encore plus direct. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais la question serait trop étroite, Monsieur Bourdin, si j'y répondais par oui ou non. Parce que par le remplacer, par quoi? Par qui? La politique, ça ne peut pas être qu'un règlement de compte permanent entre des gens qui se désapprouvent. Il faudrait donc avoir une solution par le haut. Vous savez ce que j'ai envie de dire en ce moment? Pendant un temps, moi, j'ai fait l'homme qui incarnait le bruit et la fureur. Je me disais, mais ces gens-là sont sourds ou quoi? Ils n'entendent pas ce qui est en train de se passer. Et je pense que les gens m'ont été reconnaissants de ça. J'ai payé cher, parce qu'on a dit, oh, il est très excité, il est même agressif et tout ça. Et maintenant, je vais vous dire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de redonner le goût du futur au peuple français. C'est pas croyable. Vous ouvrez le moindre journal, vous mettez en route la moindre radio, vous regardez la moindre émission. Vous avez lu Zemmour? Tout est dit horrible sur ce pauvre pays, il est bon à rien, les gens sont des flemmards. Et heureusement que nous avons cette commission européenne, cette Madame Merkel, qui travaille pour les retraités allemands. Et pour nous mettre au pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas vrai, mesdames, messieurs. Ce peuple a un immense potentiel, et si vous vous débarrassez de ceux qui vous tiennent ce discours insensé dans toute l'Europe, eh bien vous pourrez renouer avec le goût du bonheur. Mais vous pouvez pas vous en débarrasser avant 2017. Pardon, Jean-Luc Mélenchon. Bourdin, les institutions sont là, vous les respectez. Ah ben oui, on respecte les calendriers. Moi, je propose pas de faire une insurrection, mais ce que je vous annonce, c'est que les gens, eux, ils vont la faire. Et ils vont la faire de deux manières. D'abord parce qu'ils vont aller davantage dans la rue que ce que vous voyez. Et deuxièmement... Vous y croyez? Vous croyez là une révolte sociale? Mais la révolte, elle se déroule de plein de façons, vous savez. J'ai presque envie de dire que même quand vous avez une manif de droite, c'est une manière pour le peuple de dire ce qu'il sent. Il ne faut pas être sectaire. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans le pays, ce qui bouge. Mais je vous annonce qu'aux prochaines élections cantonales, à la fois par le biais de l'abstention et par les votes contre le système, vous allez avoir une drôle de découverte. D'ailleurs, le banquier Macron... Laquelle? Eh ben, ils vont se prendre une tannée comme jamais. Mais qui ils? Ceux qui sont au pouvoir, tous les gens du système qui proposent l'austérité comme horizon. Écoutez-moi, Monsieur Bourdin, on ne peut pas dire à un homme ou à une femme, quel que soit son âge, mais spécialement quand il est jeune, nous n'avons pas d'autre ambition pour ce pays que de payer la dette. Et que, une fois qu'on aura payé la dette, qu'on ne paiera d'ailleurs jamais, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on commencera à vivre. Non, le bonheur, c'est maintenant. Et par conséquent, il faut se débarrasser de ces politiques austéritaires. Mais pour ça, il faut changer la règle du jeu. Comment vous expliquer qu'en un mois, sur mon site m6r.fr, j'arrive à ramasser presque... la page. J'arrive à ramasser, là je vais arriver bientôt à 50 000 signatures. Dans un moment où on dit, les gens ne veulent pas s'engager, c'est marqué Mouvement pour la 6ème République. Les Français comprennent que s'ils ne changent pas la règle du jeu, ils sont pour toujours dans la main d'un monarque présidentiel d'un côté et d'une bande de petits dictateurs masqués qui sont à la Commission européenne. Ce sont les dictateurs masqués, Pierre Moscovici en fait partie maintenant. Oui, mon camarade François Delapierre a eu l'occasion de dire ce qu'il pensait de cet homme à un moment donné. Vraiment le prototype du traître, le voilà maintenant, après avoir bien serré le kiki à tous les Français, le voilà à la Commission européenne pour nous obliger à des soi-disant sacrifices supplémentaires. Bon, ça ne peut plus durer. Qui sont ces gens? Qui les ont élus? Qui a des... Bon, alors regardons les Monsieur faits. Bourdin, vous vous rendez compte, on n'a même plus le droit maintenant, le budget n'est pas encore présenté aux députés. Il faut un minimum de respect. Que déjà la Commission dit que c'est pas suffisant, alors qu'elle n'en a pas la version finale, et elle ne l'a qu'aujourd'hui, et le commissaire, le président de l'Eurogroupe, personne ne sait ce que c'est, mais je le mentionne par son titre, eh bien cet homme-là a dit qu'on n'avait pas encore fait assez. Il vient d'un pays qui est lui-même en ruine à cause des politiques d'austérité. Ça suffit tout ça. Oui, mais Paris, vous le savez bien, vous devez être content, ne respecte pas la discipline budgétaire exigée par Bruxelles. Vous le savez bien, Jean-Luc Mélenchon. Bruxelles, moi je connais le peuple français. Qu'est-ce que c'est Bruxelles? C'est qui? De qui vous parlez? De qui vous parlez? De quelles personnes? Qui sont ces gens? On ne connaît même pas leur nom. Non, non. Soyons sérieux. La politique recommandée par Bruxelles est une stupidité qui conduit à une catastrophe de civilisation. Tout le vieux continent est en récession. La misère et le chômage se développent partout. L'espérance de vie commence à reculer dans des pays. Vous devez être content, Jean-Luc Mélenchon. Je n'accepte pas de Bruxelles des leçons de bonne gestion. C'est ce que dit Manuel Valls. C'est ce qu'il a répété encore. Oui, enfin, finalement, la France va s'asseoir sur toutes les... apparemment.
Vous n'y croyez pas? Non, du tout. Sur toutes les exigences de Bruxelles, vous n'y croyez pas? Non, tout ça, c'est... Il fait semblant, parce que vous savez comment ils font, ils copient ce que je raconte, et puis après font le contraire. Ils l'ont déjà fait, rappelez-vous, le discours sur la finance, ça ressemblait à mes discours de campagne, puis ils ont fait tout le contraire. Et là, il a été dire à Madame Merkel, ne vous inquiétez pas, scrogneux, nous allons faire tout ce que vous voulez, madame, tout ça va aller très bien. Et comme cette Madame Merkel, elle non plus n'a pas beaucoup d'esprit, tout ce qu'elle fait, c'est gérer le niveau du marque et les retraites par capitalisation des vieux retraités de la CDU-CSU, alors elle impose à tout le reste de l'Europe une politique mortifère qui, pour finir, s'applique à son propre pays, qui est lui aussi... Mais la France demande une relance au niveau européen. J'ai vu que M. Juncker allait proposer 300 milliards d'euros de relance. Mais vous n'y croyez pas? Pas du tout, c'est un menteur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que 300 milliards par rapport à quoi? Par rapport, en plus de ce qui est déjà mis dans l'investissement. Ce n'est pas ça qu'il a dit de relance. Il a dit, nous allons mettre 300 milliards dans l'investissement. L'investissement de quoi? De qui? De quel secteur de l'activité? Avec quel argent? Est-ce que c'est déjà l'investissement actuel ou c'est en plus d'investissement? Le coût de la relance, il nous l'a déjà fait Hollande. Hein. Il a dit qu'il avait obtenu un plan de relance en échange du fait qu'il ait capitulé devant le traité européen. Vous savez, il devait le renégocier. Il n'a rien renégocié, il a signé. Et maintenant, voilà que sa mauvaise action, que j'étais le seul à expliquer, à dénoncer, ça prenait un temps fou dans les meetings à expliquer ce que c'était que le 2-Pax et le 6-Pax, personne ne sait ce que c'est, mais vous y êtes soumis. Maintenant, vous avez compris, les Français, 2-Pax, ça veut dire que Bruxelles surveille votre budget avant même que vous les discutez. 6-Pack, ça veut dire que vous allez vous taper une amende de 4 milliards si vous ne faites pas ce que ces tyrans ont décidé. Je suis étonné. Je parle beaucoup et vite. Oui, non, vous parlez comme vous voulez, Jean-Luc Mélenchon. Mais j'ai tellement de choses à dire. C'est une erreur de parler si vite. Dites-moi, mais je suis étonné parce que Emmanuel Macron... Le banquier Macron, oui. Le banquier Macron, vous le connaissez, Emmanuel Macron? Non, je ne le connais pas, personne ne le connaît en fait, il n'a rien à voir avec nous. Oui. C'est-à-dire? Je veux dire, personne. Il a une autre vie. On l'a jamais vu à gauche faire quoi que ce soit. Personne ne se souvient. Il faut briser les tabous, dit-il. Vous aimez bien qu'on brise les tabous? Non, pas du tout. Je suis le tabou de l'inceste. Je suis pour le respecter absolument. Je trouve que cette prétention à briser les tabous est une façon de se moquer du monde. À propos de la réforme sur l'indemnisation des chômeurs. Alors vous avez un pays dans lequel la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés. Vous avez des millions de gens qui n'ont pas de travail, qui tous les jours s'arrachent les cheveux en se demandant comment ils vont s'en sortir, et ils entendent à la radio ce matin heureux comme un chômeur en France, et vous avez un type qui prétend être de gauche et qui dit c'est un tabou. Non monsieur, c'est un acquis social, ce n'est pas pareil. Et nous avons décidé, dans des années qui étaient autrement plus dures que celles d'aujourd'hui, de partager entre nous les Français pour qu'il y ait le moins de malheureux possible. Et c'est tout ça qu'ils sont en train de détruire. Et après ça, vous avez cet hypocrite d'Hollande qui s'en va jeter des grosses larmes sur la pauvreté à un endroit, ce menteur de Valls. Vous croyez qui s'en va dire qu'il va résister. Tiens, au passage, à l'expression employée par Valérie Trierweiler dans son livre, elle dit que c'est François Hollande qui parle comme ça. Je ne le sais pas, monsieur, je ne n'ai pas dans le secret de l'homme. Mais vous le connaissez bien. Non, je ne le connais pas si bien que ça. Personne ne connaît un personnage aussi retors et fourbe que celui-là. Mais vous l'avez connu, vous l'avez fréquenté au PS, il était premier secrétaire c'est vrai, de votre parti. Oui, à l'époque, j'étais en effet membre du Parti Socialiste avant que je m'en aille, comme vous le savez, et je ne regrette pas cette décision. Alors, est-ce qu'il est capable? Je n'en sais rien, monsieur Bourdin, mais ce qui est frappant, est-ce qu'il l'a dit? Je n'en sais rien, franchement, aucun d'entre nous n'en sait rien. Puis est-ce que vraiment... C'est pas le problème. Ce qui est important, je crois, c'est que tant de gens le croient. C'est qu'il y a donc quelque chose en lui qui inspire l'idée que c'est possible qu'il l'ait dit. Peut-être que c'est injuste, mais sa défense a été si pitoyable dans le Nouvel Observateur qu'il n'a fait qu'aggraver les soupçons. En réalité, il ment en permanence. C'est-à-dire qu'il ment par omission. Il ne dit pas, il ne fait pas, il vous fait des sourires, il vous dit oui, le dernier qui a parlé croit qu'il a raison, et pour finir, il fait une politique qui est une politique de droite. C'est la seule chose qui nous intéresse. Dans la vie publique, nous n'avons pas tant à juger de la qualité des personnes, ceci est une appréciation très intime, que de voir les actes posés. Voilà, les actes qu'il a posés, c'est ceux d'une politique de droite. Il a été élu pour faire une politique de gauche. Le jour où les gens m'éliront à quelque chose, j'appliquerai la politique sur laquelle je me serai engagé, quoi qu'il en coûte. Vous serez candidat en 2017, Jean-Luc Mélenchon. Vous en avez envie ou pas? C'est aujourd'hui. Ah, vous savez, la première fois, en blaguant, il y avait une journaliste qui n'arrêtait pas, qui disait « Ah, vous êtes impatient d'être investi, tout ça. » J'avais dit « Écoutez, je suis aussi impatient d'être investi que le Christ de monter sur la croix. » Mais je ne savais pas à quel point c'était vrai. Alors, si vous me redemandez de remonter dessus, dites-vous que j'ai des frissons. Et puis la vie, voyez-vous, monsieur Bourdin, s'est chargé de me montrer qu'il faut faire très attention avec les pronostics sur soi-même et sur son futur. Au fond,
où est-ce qu'on sera, vous, moi, dans 3 ans? On n'en sait rien. Tout ce qu'on doit faire, c'est agir bien aujourd'hui. Préparer sérieusement les choses pour que les Français aient un vrai choix, le moment venu, non pas entre le pareil au même, c'est-à-dire le PS ou l'UMP, ou bien, pire, la version Front National, mais une vraie alternative qui soit la République, qui soit l'écologie, qui soit le socialisme, pourquoi pas, hein, c'est-à-dire la vie en commun. La 6e République. Quand est-ce qu'on parle de mon livre? 2 mots. Les allocations familiales en fonction des revenus, vous y êtes favorable ou pas? Ah ben non, écoutez les gens, écoutez-moi bien, parce qu'à chaque fois on vous raconte des entourloupes. L'effort il doit être fait au moment où on prend, c'est-à-dire on donne d'autant plus qu'on a. Mais il faut bien étaler l'effort. Pour l'instant c'est la classe moyenne qui paye tout. C'est pas normal. Si on étalait sur 14 tranches d'impôts, ceux qui sont tout à fait en haut paieraient plus. Bien. Et pour les cotisations, il faut étaler aussi. Et ensuite, la prestation, il faut qu'elle soit la même pour tous. Ça peut paraître extravagant que je vous dise ça, mais si vous ne donnez pas la même prestation pour tous, alors il y a des gens qui vont finir par dire, mais on comprend pas, on paye plus que les autres, il y en a moins que les autres. Donc, pour que on arrive à vivre ensemble, il faut qu'il y ait un prélèvement sur la richesse qui soit différent suivant sa richesse, mais ensuite des prestations qui soient les mêmes. Par exemple, vous montez dans le train. Il n'y a pas un train pour les riches, il y a un train pour les pauvres. Il n'y a pas un sous-train et un demi-train. Non, il y a des trains. Il vaut mieux qu'ils roulent et qu'ils arrivent et qu'ils partent à l'heure. Pour ça, il faut faire des investissements. Mais vous m'avez compris, Monsieur Bourdin. Donc ce n'est pas une bonne idée de faire que les gens se battent entre eux pour se partager le morceau qu'on leur a laissé. Et ce débat au sein même du gouvernement entre Ségolène Royal, Manuel Valls, sur cette histoire d'autoroute, de privatisation, de taxation, de gratuité le week-end. La politique. Elle a fait une bêtise, Ségolène Royal, ou quoi? Non, Monsieur Bourdin, la politique du gouvernement n'est plus maîtrisée. Vous vous souvenez, il y a 1 an, on avait lancé une grande marche pour la 6e République et pour la révolution fiscale. À l'époque, M. Hérault s'était précipité en disant « mais tout ça, ça sert à rien, je remets tout à plat, on va discuter ». Finalement, on discute de rien. Et chaque jour, ces gens bricolent un impôt, qu'ils enlèvent, qu'ils retirent, qu'ils avancent. En cours de route, ils font des promesses, après on dit n'importe quoi, ils reculent. Et franchement, on a donc supprimé les quotas. Je ne dis pas qu'elle était géniale. La fiscalité écologique ne doit pas s'ajouter à la fiscalité normale, elle doit revisiter la fiscalité normale. C'est un impôt à la place d'un autre, on ne doit pas taxer les mêmes choses. Bon, alors, ils suppriment les quotas. Fort bien. Là-dessus, elle dit, enfin fort bien, je veux dire, ils l'ont fait, après avoir décidé le contraire. Et puis ensuite, ils disaient, bon, on va reprendre l'argent qui nous manque sur les autoroutes. Là-dessus, elle se dit, ah là là, mais les gens, ils vont devoir payer plus cher, vu qu'on a privatisé les autoroutes, ce qui est un véritable hold-up. Alors, elle invente un truc sur un coin de table, les autoroutes vont être gratuites pendant le week-end. Alors l'autre lui dit, mais ça va pas, non? Si tu vas faire les autoroutes gratuites, tu pousses les gens à rouler en voiture, alors qu'on leur explique qu'il faut monter dans le train. Ah oui, oui, si elle, se dit-elle, elle change d'avis, et tout ce petit monde s'agite et ne sait plus ce qu'il fait. Ils n'ont plus ni projet ni vision. La question de l'écologie politique doit être le cadre à l'intérieur duquel on pense tout ce qu'il y a à faire. Monsieur Bourdin, vous voyez ce qu'il y a d'incroyable. Tous les deux, on est en train de parler. Oui, on est en train de parler. On devrait être là à se dire, mais comment on va faire? Le changement climatique est commencé, les gens, vous m'entendez? Est commencé. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus l'inverser. Il s'agit maintenant de mettre en place les formules qui vont nous permettre d'affronter un futur avec des événements climatiques extrêmes. Écoutez-moi bien, alors c'est chacun pour soi ou tous ensemble? C'est là que vous allez voir les grandes questions de l'individualisme des libéraux contre le collectivisme des écologistes républicains comme moi. Voilà. Ces grandes questions sont pas artificielles. Bon, alors, dans votre livre, vous parlez de règles vertes. Et cette 6e République, au niveau des institutions, comment peut-elle fonctionner? Vous donnez beaucoup de pouvoir au Parlement, on est bien d'accord, hein? D'abord, je donne du pouvoir, monsieur Bourdin. Vous gardez le Sénat ou pas? Attendez, monsieur Bourdin, toutes ces questions-là, d'abord, il y a une difficulté, c'est que quand vous dites j'ouvre le chantier, vous ne pouvez pas dire voilà ce qu'on va faire. Bon, déjà, il y a une première difficulté. J'en suis conscient. Mais surtout, il me semble que vous avez sauté une petite étape qui a une très grande importance. C'est qu'il faut que ce soit le peuple qui élise les députés constituants. Parce que on a connu dans ce pays 22 réformes de la constitution du général de Gaulle. Seulement 2 ont donné lieu à des suffrages plébiscitaires, on peut dire à un référendum. Mais c'est le peuple qui doit devenir constituant. Qu'est-ce que ça ajoute? Ça ajoute au fait que nous autres, les Français, tout ce qu'on est maintenant, on se retrouve pour dire voilà comment va fonctionner notre société, voilà les droits que nous nous reconnaissons. Si bien que dans cette grande discussion, nous nous réapproprierons notre patrie et les règles communes que nous voulons vivre ensemble. Parce que ces règles sont devenues confuses. Les gens ne savent plus très bien comment ça se fait que les uns puissent être aussi riches et les autres si pauvres et ainsi de suite. Mais on élit déjà les députés,
députés. Mais ils sont dans un cadre universel. Ben, Monsieur Bourdin, vous avez bien raison. Mais on élit des députés, mais ensuite regardez ce qui se passe. Ils sont dans la Constitution de la 5e République. Vous leur donnez plus de pouvoir dans cette 6e République. Et il faut plus de responsabilité aussi, parce que quand vous avez du pouvoir, il y a la responsabilité. Par exemple, ce qu'on reproche toujours au régime d'Assemblée, on dit c'est pas stable. Bon ben, il faut tenir compte de cette critique, elle est sérieuse. Donc il faut dire, si un jour il y avait une majorité, je prends cet exemple, pardon d'entrer dans un détail technique comme ça, si un jour cette majorité, le gouvernement devait être renversé, il faudrait qu'il y en ait immédiatement un proposé par la même Assemblée. Les Allemands font comme ça. Les Allemands font beaucoup de bêtises, mais là non, c'est un système intéressant qui garantit... Et le président de la République? À mon avis, nous les Français, nous n'aimons pas les monarques. Nous les aimons bien dans nos journaux pour en parler, pour en rire, mais nous ne devons pas avoir de monarque multi-présidentiel. Donc le monarque doit disparaître et nous devons avoir à la place un président de la République qui est une personne... Qui inaugure, oui, qui inaugure et puis qui a des fonctions, quelques fonctions régaliennes de représentation de la communauté nationale. Et uniquement. Ben, ça suffit, je trouve. Pour le reste, il faut faire confiance. Plus on est nombreux, en principe, plus on est intelligent. Regardez celui-ci. Est-ce que vous êtes content de savoir qui donne? Imaginez, je sois venu moi, président de la République, j'arrive et je dis tiens, je donne 40 milliards aux travailleurs. Vous diriez ce type est fou, qu'est-ce qu'il lui prend? Mais lui donne 40 milliards au patron du CAC 40, personne n'a le droit d'en discuter. Les députés, même socialistes, commencent à dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? 40 milliards sans contrepartie, eux-mêmes râlent. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit c'est pas bien, si vous continuez je vous dissous. Et puis il y a une commission des affaires sociales, il change les députés qu'il y a dedans pour être sûr qu'ils votent de la bonne façon. C'est ça la monarchie présidentielle. Au lieu de quoi il faut des mœurs plus simples, plus collectives, dans lesquelles on accepte qu'il y a un débat avec des décisions qui sont prises par le grand nombre et pas par quelques petits qui se croient très intelligents et qui ont déjà planté notre pays. Pour découvrir toutes les idées de Jean-Luc Mélenchon, l'ère du peuple, chez Fayard. Merci. Oui, et vous verrez que je vous annonce des choses et j'essaye de vous donner le goût du futur, les gens. Il faut pas passer notre vie à regarder la pointe de nos chaussures. J'adore ça. C'est une façon de parler, non? C'est pas bien? Non, mais c'est votre façon. Jean-Luc Mélenchon. Je vais pas dire les camarades, vous feriez un beau plafond.